Bonjour Joël. Bonjour. C'est un énorme plaisir de se revoir, hein. On a l'occasion, dans des congrès, des sommets, de se croiser puis de Mmh. discuter. Alors Joël Monzé, tu es docteur en neurosciences. Ça fait près de 40 ans, hein, même plus de 40 ans que tu évolues dans le milieu. Tu as choisi d'orienter ta carrière en développant vraiment une expertise très, très, très approfondie au niveau de la psychopédagogie et tout ce qui, entoure l'affect de Mmh. l'enfant dans sa potentialité et les adolescents. Pourquoi Oh. as-tu choisi cette orientation? En fait, j'ai grandi dans une famille totalement dysfonctionnelle qui est d'un degré de violence psychologique et physique, assez intense et je me suis promis à 12 ans de ne jamais reproduire ce que mes parents me donnaient en héritage. Chose particulière, c'est que mes grands-parents n'étaient pas des personnes violentes. Mes parents étaient violents parce qu'ils ont été traumatisés par les effets de la guerre 39-45, vu que ma ville natale, c'est Liège. C'est la première ville qui était sur le chemin des Allemands et ça a été la dernière ville belge qui a été libérée. Donc, on s'entend que tout l'environnement dans lequel eux, ils ont grandi, les traumas qu'ils ont eus à cause, justement, pendant leur période de gestation et pendant leurs premiers mois et premières années de vie, fait en sorte que ce sont des gens qui n'ont jamais été capables de pouvoir tolérer la moindre frustration et ils étaient capables, au niveau professionnel, d'avoir des comportements relativement adéquats, mais dès qu'ils rentraient à la maison, c'était de la décharge. Et j'ai eu plusieurs professeurs aussi qui étaient comme ça, où j'ai été frappé par des professeurs et tout ça. Je disais, il y a pas de sens. Puis une des choses probablement une des choses qui a contribué à me sauver, c'est que j'étais très lucide sur ce qui avait du sens et ce qui n'avait pas du sens. Et puis j'ai fait des rencontres à travers la bande dessinée ou à travers d'autres professeurs qui ont été géniaux dans mon parcours. Et c'est ça que je reviens, à 12 ans, je me suis promis de faire autre chose que ce que j'avais reçu. Et essayer de comprendre, c'est quoi la vraie vie, c'est quoi une famille, de quelle manière. Donc quand j'allais chez des amis, je les observais, j'étais un scientifique en herbe qui observe, OK, pourquoi est-ce qu'eux ne frappent pas leurs enfants? Pourquoi, qu'est-ce qui fait que ça marche? Pourquoi est-ce que mon ami, il aime ça d'être avec son parent alors que moi, j'ai pas ça? Donc, petit à petit, en fait, cette observation de vouloir arriver à mieux comprendre, mieux aller et j'ai eu l'occasion de devenir moniteur dans des camps d'été, d'accord? D'être chef scout pendant le reste de l'année. Donc, comment est-ce que je gère des jeunes qui, parfois, font des crises, parfois, font des comportements problématiques, Mais tu étais parfois plus fonctionnent jeune. bien? Mais Ben oui, que à partir de quel âge donc tu as eu cette, conscientisation? mais en probablement avant mes 12 ans, mais je me suis promis à 12 ans de trouver une alternative à ce que mes parents faisaient. Puis je lisais des livres, il y a eu du Jacques Salomé, du Michel Coiste et d'autres qui sont des auteurs qui venaient m'inspirer sur une autre forme de communication que ce que j'avais à la maison. Et donc progressivement, ben, j'ai décidé d'aller faire comment dire, un double bac en psycho et en péda. J'ai refait une première maîtrise en psychomotricité. Je suis venu au Québec. J'ai fait là une deuxième maîtrise en neurosciences, un doctorat en neurosciences, puis je suis allé faire mon postdoc en éthique. Donc, et aujourd'hui, j'essaie vraiment d'intégrer l'ensemble de l'œuvre. Et une des choses que j'essaie de faire, c'est d'amener comment est-ce que l'intervenant, que ce soit quelqu'un qui est dans le monde scolaire ou quelqu'un qui est dans le monde de la santé ou ailleurs, un gestionnaire d'entreprise, comment est-ce qu'il peut faire une intervention qui reste éthique? Et quand on veut être éthique, automatiquement, on est dans l'intégrité, dans la conscience, dans la cohérence, dans la bienveillance. Donc, à ce moment-là, quand on présente ça de cette manière-là, la bienveillance, ce n'est plus de l'ésotérisme. C'est assez Oui. comique, mais il y a une quinzaine d'années, je me souviens qu'il y avait un CI3S qui voulait m'engager comme formateur et le boss avait dit, non, non, mon Zé est ésotérique. Ésotérique, oh, il parle d'amour. Ah Donc, oui? il y a 15 ans, parler de bienveillance, ce n'était que Mathieu Ricard, les moines tibétains et autres. C'était pas encore rentré. La pandémie a changé beaucoup les choses. Puis malheureusement, aujourd'hui, on met le mot bienveillance là où ce n'est pas de la bienveillance. Souvent, c'est de la négligence. Et les gens n'ont pas nécessairement de mauvaises intentions. Mais ça reste quand même que c'est pas nécessairement, la bienveillance, ce n'est pas laisser tout faire. C'est la manière dont je vais intervenir. Donc, que ce soit la matière dont j'interviens entre nous deux, quand on parle ensemble, si je suis gestionnaire, si j'ai des collègues, si j'ai des parents ou des clients à qui rendre des comptes. Donc, comment est-ce qu'on intègre en fait les valeurs humaines, l'éthique à l'intérieur de pouvoir le faire? Tu sais, ce qui est extraordinaire, Joël, c'est qu'aujourd'hui, les sciences molles Mhm. deviennent prouvées scientifiquement. Et c'est pour Oui. ça justement que parce que moi aussi j'ai porté le chapeau de la pharmacienne ésotérique ou holistique, Mhm. donc je comprends très bien quand tu fais le parallèle. Mais c'est ça qu'on voit aujourd'hui émerger Mhm. justement, tout ce qui est en lien avec les énergies de la bienveillance, Mhm. la gratitude, comment c'est important dans la génération du potentiel humain Mhm. et aussi
de comment on peut améliorer nos relations. Parce que la vie, c'est les relations. Oui. Et ça, c'est quelque chose que tu as fait Mmh. ton moteur, hein, parce Oui. qu'avec l'enfance que tu as eue, l'adolescence et ta conscientisation très jeune de l'importance des détails, tu voyais que l'environnement, on pourrait faire le parallèle avec les déterminants de la santé, était fondamental. Et on pourrait même faire le parallèle avec l'épigénétique. Mmh. Donc, toi, tu t'es dit, moi, je veux pas répéter l'environnement auquel j'ai été soumis. Je veux avoir un bagage professionnel qui va me permettre d'être un acteur vivant Mmh. et de pouvoir enseigner. Parce que c'est ce que tu fais depuis plusieurs décennies maintenant. Tu es Oui. actif dans les écoles, tu es formateur, Mmh. tu as écrit 12 livres et Mmh. plusieurs qui s'en viennent. Qu'est-ce qui définit ta pure motivation intérieure et ta volonté, ton objectif? Mais je pense que si j'ai une richesse, c'est l'intégrité. Mmh. Et pour moi, je me suis toujours recentré sur ce leitmotiv-là et de refuser des opportunités parce que je savais que pour atteindre des objectifs, j'avais les compétences intellectuelles de les faire, j'avais l'énergie pour le faire. Tu sais, on m'a fait des plans de carrière à l'université ou en politique ou ailleurs où j'aurais pu avoir du pouvoir, mais je veux rien, je veux aucun pouvoir, moi. Moi, j'ai juste le goût de semer les graines, puis les graines, qu'elles arrivent à fleurir dans 3 mois, dans 6 mois, dans 6 ans, dans 50 ans, c'est pas grave, c'est pas important. Mon rôle, c'est de semer le plus possible de graines pour faire en sorte que les choses vont bouger. Cela dit, ça me permet quand même d'intervenir de par mon parcours auprès de politiques, auprès de responsables et autres. Mais comme je suis pas dans un désir de prendre leur place, je suis dans un désir ego trip, ben, ça pose peut-être parfois moins de problèmes, sauf pour ceux qui veulent rester attachés à leurs connaissances et qui Mmh. ont très peur de sortir de leur zone de confort intellectuel. Et alors là, ceux-là sont peut-être un petit peu moins confortables avec ce que je peux raconter, mais en même temps, ben, comme moi, je ne suis pas là pour les changer, je suis juste là pour semer des graines, moi, je ne me sens pas en conflit avec eux. En fait, c'est que D'accord? ta confiance est tellement solide, pour toi, tu as aucune, crainte de perdre, Mhm. tout le fondement de qui tu es. Tu es Tout à comme fait. le grand sage, le grand Mhm. enseignant qui veut perpétuer, puis qui veut surtout aussi, comprendre que le cerveau humain, il y a une certaine vulnérabilité et Oui. ça a été le propos d'un de tes livres. Mhm. Parce que des fois, tu observes, par exemple, dans un environnement donné, il y a malheureusement, si l'enfant ou l'adolescent est soumis à des pressions stressantes, certains auront beaucoup plus de difficultés, Oui. quand ils seront, à l'âge adulte. Oui, parce que maintenant, ce qu'on se rend compte avec ce qu'on connaît des traumas complexes, donc les traumas complexes, c'est que tu as besoin de stress pour être capable de t'adapter. Sans stress, tu ne seras pas capable d'apprendre, tu ne seras pas capable de pouvoir te déplacer, tu ne seras pas capable même de maintenir ton équilibre. C'est parce qu'on est continuellement stressé quand on se déplace qu'on maintient son équilibre. Donc le stress fait partie, d'accord, intégrante de la vie et de l'adaptation. Il y a des moments où le stress devient un peu plus long, un peu plus diffus, un peu plus problématique parce que la situation, on a moins d'outils pour s'adapter, on est en dehors de notre zone de confort. Si la personne, mettons que c'est un enfant, est accompagné par des parents et par des enseignants ou par quelqu'un de leur entourage qui peut Un les modèle? sécuriser, un modèle de résilience ou un tuteur de résilience, ça va fonctionner même si le stress est chronique. Par exemple, la maladie d'un parent, la perte d'emploi d'un parent ou des choses pareilles. Et puis, tu as un troisième niveau, tu vas avoir le stress toxique où la personne, enfant, ado ou adulte, se retrouve dans un environnement dans lequel le stress est non seulement chronique, mais il n'y a aucune personne qui est suffisamment stable pour aider la personne à aller mieux. Ça peut être un conjoint, une conjointe, ça pourrait être un psychologue, ça peut aller voir une infirmière, ça peut être le pharmacien du coin à qui la Oui. personne, elle a créé un lien de confiance, puis elle peut poser des questions qu'elle n'ose peut-être même pas poser à son professionnel de la santé à l'extérieur. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, le stress, si tu n'as pas une personne qui arrive à t'aider à déposer dans le stress devient toxique et ça crée ce qu'on appelle des stress post-traumatiques ou des traumas complexes et ce sont des déclencheurs des maladies chroniques. Donc, on a tous des Et souvent au niveau de vulnérabilités. la santé mentale. Oui, notamment, mais la santé physique aussi. Ça, c'est Oui, ce que oui, mes oui, collègues oui, oui. psychologues et Abs psychiatres ont plus absolument, de absolument, difficultés à absolument. comprendre, mais on a tous des fragilités et ce sont vraiment les traumas complexes, l'excès de stress qui vont venir titiller de plus en plus les fragilités et déclencher les maladies chroniques. Donc, si on peut outiller la personne, soit à identifier des tuteurs de résilience, soit à aller recourir à ces personnes-là, soit à développer des ressources en santé mentale
plus adéquate en fonction de l'environnement dans lequel la personne elle est moins en stress problématique ou toxique, donc il y a moins de risques à ce moment-là de développer des traumas complexes, moins de risques de développer la maladie chronique. D'avoir une chronicité, justement. Ça serait important peut-être de préciser parce que ce que j'aime beaucoup de tes propos, Joël, c'est que moi, je fais le parallèle. Hein. C'est comme on se fait une Mhm, égratignure et si on la frotte tout le temps, elle ne guérira jamais. mhm, Donc, quelqu'un, un jeune enfant ou un ado qui est soumis constamment à des stress toxiques et qui a aucune soupape, ça devient très débilitant et oui. donc potentiellement, cet individu va avoir des grandes difficultés d'adaptation dans son âge adulte, de devenir autonome et de développer des maladies justement, physiques, mentales et des fois les 2. Peut-être qu'on pourrait apporter une petite nuance parce que quand on parle de support, je t'ai entendu, tu fais parallèle. Alors, ça pourrait être un parent qui va chercher un soutien extérieur, mais que ce soutien peut aussi avoir une intervention dans la maison, par exemple, ou que l'enfant, par exemple, ait un modèle à l'extérieur qui devient comme son inspiration, sa raison de vivre. Et Mhm. ça peut arriver. Donc, c'est ça aussi qu'il faut peut-être donner comme guide, c'est que des fois, il faut laisser la place à ces possibilités, que ce soit un adulte de Mhm. l'extérieur Tout à fait. qui peut prendre une place, Mhm. en fait, d'éducateur ou ce qu'on peut parler un peu comme tu sais, un tuteur, quoi. Oui. Un Puis tuteur. parfois, l'enfant ou l'ado ne le sait pas toujours. Maintenant, je suis capable de pouvoir identifier des gens qui ont été des tuteurs de résilience pour Ouais. moi dans mon enfance ou mon adolescence, dont mes grands-parents. Mes grands-parents qui ont vécu quand ils étaient des jeunes enfants la Première Guerre mondiale, ils ont vécu en tant qu'adultes la Deuxième Guerre mondiale. Mon grand-père a été prisonnier de guerre pendant 4 ans. Wow. Donc, il était polytraumatisé. Ma grand-mère tout autant, parce que je ne savais même pas si mon grand-père était encore en vie ou pas. Puis la même chose dans l'autre branche familiale. Et en fait, ils se sont fermés plein de portes parce qu'ils avaient peur, ils n'osaient pas sortir de leur zone de confiance. Et en fait, quand moi, j'étais là, j'étais en train de développer mes projets et tout ça, j'ai toujours eu mes grands-parents qui m'ont soutenu, sans dire grand-chose, tu sais, mais il y a toujours eu la petite parole ou la petite aide nécessaire. Et la veille de mon départ, quand j'ai migré au Québec en 93, la veille de mon départ, mes grands-parents, je vais leur dire au revoir, ils m'ont dit, tu sais, Joël, on s'est guéri à travers toi. C'est ce que nous, on n'a pas osé faire. Toi, tu as osé le faire. Donc, le tuteur de résilience, mais finalement, il a aussi un gain de cet échange-là. Alors, je n'avais pas la mission de sauver mes grands-parents, mais mes grands-parents se sont rendus compte que, tiens, en aidant notre petit-fils, en lui permettant d'atteindre ses objectifs, on guérit ce que nous, on a accumulé comme blessure. Donc, à partir de ce moment-là, ben, ça part un mode d'espoir, c'est qu'on peut guérir à tout âge. Mes grands-parents avaient plus de 75 ans à ce moment-là, ils étaient même proches de 85. D'accord? Donc, c'est certain que on peut encore guérir à cet âge-là. Et tantôt, on parlait de l'importance de la communication, de la relation. On parle énormément de l'intelligence artificielle ces dernières années. Moi, je trouve que ce sont des merveilleux outils. Il faudra savoir comment on les utilise. Mais il y a une chose que l'intelligence artificielle ne sera jamais capable de faire, c'est remplacer Les les relations. émotions. La relation, ils sont capables d'aller, même de mimer certaines choses, Oui. mais ils ne sont pas capables de rentrer dans une relation authentique avec l'individu. Donc, en fait, ça redonne les lettres de noblesse à ce que tu disais tantôt, les séances molles. Tout ce Ouais. qui est l'importance de la relation. Ça veut dire que le psychiatre qui doit faire attention à toute une série d'éléments dans sa checklist pour pouvoir faire son diagnostic, l'IA va le faire mieux que lui d'ici 2 ans, 3 ans maximum. Par contre, si le psychiatre peut s'aider de l'IA et rentrer en relation avec son patient et se rendre compte que certains symptômes peuvent s'expliquer d'une manière différente que ce que le textbook a tendance à nous faire croire, là, la relation, l'échange, le dialogue vont être utiles. Un autre exemple que j'adore prendre, c'est qu'on a pensé le MDR dont on en parlait de temps en temps. Donc, quand on fait bouger nos Ouais. yeux, soi-disant, ça fait en sorte que on désdramatise un stress post-traumatique. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que le mouvement oculaire ne fait que d'occuper la pensée pendant que le thérapeute crée un lien de confiance en fait avec son patient, que le patient s'abandonne dans sa vulnérabilité Mhm. face à son thérapeute, et que ce n'est pas le mouvement oculaire qui guérit, c'est la qualité de la relation qui est nouée avec son Comme thérapeute. Carl Rogers l'a bien Mhm. démontré.
J'aimerais revenir un peu sur l'aspect avec tes grands-parents parce que c'est un témoignage qui est très, très touchant. Mmh. Et c'est tout dans la finesse du contact que vous avez pu conserver. Et comme tu as mentionné, eux, ils se sont guéris à travers toi. En fait, ils te Mmh. l'ont exprimé. Donc, Oui. c'est toute la reconnaissance et toute la valorisation de cette relation, parfois qu'il faut perpétuer. Il ne faut pas fermer de porte, en fait. Mmh. C'est ce que je voulais Oui. dire aussi. Et maintenant, Joël, tu es engagé, hein, tu as des grands projets, donc tu vas publier bientôt 14 Oui, il y a 14 livres. volumes qui s'en viennent. Oh, En fait, mon dernier livre oui, est sorti en 2018, oui. dont j'ai accumulé, en fait, beaucoup de choses, et des débuts de livres et autres. J'ai eu l'occasion de regarder avec des maisons d'édition, éventuellement pour être publié avec eux, parce que mes premières, maisons d'édition avec lesquelles j'ai gardé un excellent contact ont pris d'autres orientations, en termes de type de livres qu'ils veulent publier. Donc, je pouvais pas rester chez eux parce que j'aurais été trop anachronique, dans le processus. Et c'est toujours pour Et les enfants. mais en fait, c'est pour les enfants et les adolescents. Oui. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que, Un mini punch. mais en fait, je parlais tantôt de l'importance de développer des outils pour être capable de gérer les situations de stress chronique. Pour l'instant, nos enfants ne vont pas bien, nos adolescents ne vont pas bien. On ne se rend pas compte à quel point ils ont été maganés à travers la crise sanitaire. On le savait déjà un tout petit peu. Il y a eu 2 recherches, par exemple, qui ont été menées par le C3S, où on s'est rendu compte que le degré de détresse chez les adolescents on était passé de 35 à 70. Qu'est-ce qui fait qu'on avait un 30 de jeunes qui s'en sortaient malgré tout? C'est la qualité du lien qu'ils avaient avec leurs parents. Ouais. Donc l'importance de Ah non, mais nouveau de c'est ça. c'est Donc affolant, on le voit, hein. complètement. Donc En comment pharmacie, comme les médecins, tous les thérapeutes, en fait, ouais. tous les professionnels de santé, on observe et de plus en plus Mmh. jeunes. Il Oui. y a il y a une fragilité, en fait. Mais en fait, les enfants ne vont pas bien parce que les adultes ne vont pas bien. Oui, il y a ça aussi. Les adultes ne vont pas bien, c'est que tu sais, notre cerveau atteint sa pleine maturité officiellement vers 40 à 45 ans. Avant, on disait 25 ans au-dessus. Mais les dernières recherches que j'ai lues il y a quelques semaines, on parle de 55 ans comme pic de maturité pour être capable de gérer le stress de manière adéquate. D'accord? Donc, ça explique pourquoi bien souvent les grands-parents sont plus à même de gérer des difficultés éventuellement relationnelles avec leurs petits-enfants que le parent. D'accord? Mais au-delà de ça, c'est comment est-ce qu'on peut aider le milieu scolaire à être, de par qui ils sont, donc eux-mêmes développer des ressources en santé mentale pour qu'ils deviennent des tuteurs de résilience et faire en sorte qu'à travers la vie de la classe, ils soient capables d'aider les enfants et les adolescents à développer leurs propres ressources. Et donc, petit à petit, ben, ça va faire en sorte que ces documents-là que je vais publier à partir du mois de mai vont devenir en fait des Des outils pour les des outils enseignants. très concrets. Alors, Oui, très, 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 très concrets. je dis Exactement. souvent je dis souvent, Joël, qu'il faut réapprendre, hein, certains mots, hein, la résilience, la Mhm. gratitude, bon, on pourrait en nommer plusieurs et souvent, dans mes conférences, moi, je recule depuis l'étymologie pour vraiment saisir toute la finesse de chaque mot et c'est ce que tu fais aussi. Mhm. Je te remercie beaucoup, Joël. C'est, Avec plaisir. ta contribution est énorme. Ben merci, Félicitations pour c'est tout très ce que gentil. tu fais pour, les enfants, les adolescents et les grands enfants. Avec plaisir. Merci. Bye bye. À bientôt.